On va passer maintenant à notre deuxième panel de la journée, qui a beaucoup de sujets. Donc, on va discuter là, de la fiabilité et de la stabilité du processus de développement et de livraison. On va parler de gestion des incidents, de production. On va discuter de comment développer plus efficacement sans compromettre la qualité. Et en même temps, évaluer la progression des clients et la performance des ressources externes. Tout ça de manière à livrer à temps et selon les attentes. Alors, c'est tout un programme pour ce panel qui va être animé par Benjamin Lallemand, qui est cofondateur et conseiller en DevOps chez GoLogic. Et Benjamin va être accompagné de Guillaume Girard, qui est conseiller stratégique chez Hydro-Québec et spécialiste en transformation agile, qui optimise les processus dans différents types d'entreprises depuis une quinzaine d'années. Il va aussi être accompagné de François Dumaresque, qui est gestionnaire de la plateforme DevOps chez Ivanhoe Cambridge, qui accompagne avec son équipe les équipes de développement logiciel de l'entreprise. Et c'est ce qui leur permet là, de maximiser leur efficacité de déploiement. Et finalement, il va être aussi accompagné de Steve Tremblay, qui est vice-président technologie de l'information chez Espace Proprio et qui possède, mon Dieu, un bon 25 ans d'expérience en technologie de l'information. Puis, en tant que VP technologie de l'information, il est responsable de l'ensemble des opérations technologiques chez Espace Proprio. À la fin du panel, Benjamin va animer une période de questions. Donc, évidemment, si vous avez des questions, vous pouvez poser vos questions à nos panélistes. Je vous indique aussi que vous avez la possibilité de reposer des questions auxquelles on n'aurait pas pu répondre dans les panels ou entrevues précédentes. Si elles sont applicables à ce panel-ci, qui va couvrir une foule de sujets, n'hésitez pas à les reposer. Merci Catherine pour la présentation. Et oui, aujourd'hui dans ce panel, nous allons parler évaluation de maturité DevOps. Le DevOps, comme on le sait, est implanté dans beaucoup d'entreprises, dans les grandes entreprises, dans les petites, moyennes entreprises. Notre objectif aujourd'hui, ça va être de voir comment est-ce qu'on peut évaluer les différents piliers du DevOps. Les piliers du DevOps, c'est quoi? C'est les humains, c'est les technologies, c'est les processus. Donc on va passer à travers tout ça. Et ensuite, on va parler, la dernière question va être autour de la qualité du produit final, parce qu'on le sait que l'objectif du DevOps, c'est de livrer de la valeur. Donc, on va discuter un peu de comment est-ce qu'on gère la fiabilité et puis la qualité du produit qu'on livre. Avec moi, j'ai 3 panélistes avec 3 contextes complètement différents. Espace Proprio, Ivanhoe Cambridge, Hydro-Québec. Ça va vous permettre de vous reconnaître à travers leur contexte et de bien voir leur périmètre au niveau de l'évaluation de la maturité. Donc, on va commencer par la première question, le pilier humain. Commençons par le pilier humain, qui est souvent le pilier le plus difficile à évaluer, mais qui est crucial en termes de transformation DevOps. Donc, ma question est la suivante. Je vais vous donner la parole au fur et à mesure, puis on va discuter. Fait que, comment évaluez-vous la performance de vos équipes tout en veillant à maintenir une motivation élevée et la santé au sein de vos équipes? Est-ce que vous avez des métriques, des stratégies pour évaluer vos entreprises? Steve, merci Benjamin. Yes, je vais partir ça. En premier, peut-être pour donner le contexte d'Espace Proprio, pour comprendre un peu le contexte dans lequel on évolue, on a à peu près 90 personnes dans notre équipe de technologie. Donc, on fait partie quand même du Mouvement des Jardins, mais on a une équipe qui est dédiée à Espace Proprio. Donc, on couvre tout du support téléphonique, donc le support technique au niveau des TI, jusqu'au développement, l'architecture et le BI, etc. Donc, vraiment le scope complet d'une équipe de TI, à la fois pour nos systèmes internes
et aussi pour nos sites, nos applications, là, tout ce qu'on fait d'un point de vue numérique là, pour nos différentes marques, là, dont du Proprio, Renault Assistance et Confiant. Le premier élément au niveau de l'humain, Benjamin, pour moi, c'est vraiment de créer une culture du désir de livrer, de s'aligner en équipe, puis d'avoir vraiment des objectifs clairs de ce qu'on veut livrer comme projet, puis de ne pas lâcher ces objectifs-là, puis d'en faire des objectifs communs, pour pas que ça devienne seulement une mission qui descend, mais plutôt une mission d'équipe, une collaboration d'équipe pour livrer ces projets-là, puis vraiment en faire vraiment un désir commun de le faire. Puis de faire un désir commun aussi de livrer de la valeur, donc au niveau des clients, que ce soit nos utilisateurs internes, parce qu'on a deux types de clients traditionnellement au TI. On a les employés de l'organisation pour laquelle on travaille, qui sont nos clients parce qu'on livre des systèmes de mission pour eux, et on a nos clients finaux. Donc, essayer de s'aligner sur la valeur client. Tu le disais super bien en intro, hein, c'est vraiment un des éléments de base au niveau de l'agilité, du DevOps, de livrer de la valeur client. Donc, le mesurer cette valeur-là, de leur donner les moyens qu'ils soient fiers de la valeur qu'ils livrent. Puis, c'est drôle, on faisait l'exercice là, la semaine dernière, on présentait tout ce qu'on a livré pendant l'année dans les équipes. Puis c'était hallucinant de voir les yeux qui s'agrandissaient de tout le monde en voyant tous les projets qu'on livrait. Fait que c'est un élément très important de ce côté-là. Il faut aussi être empathique envers les gens. Pour moi, c'est une valeur, une façon de faire tellement importante d'être empathique, d'écouter les devs, les analystes, en fait, toutes les équipes qui livrent les choses projets, etc., pour comprendre ce qu'ils vivent au quotidien. Pas se baser sur des idées préconçues, mais vraiment descendre. T'sais, le meilleur exemple, c'est je ne m'assieds jamais dans un bureau fermé, je vais m'asseoir avec les gens au quotidien pour vraiment sentir le vibe des projets. Évidemment, c'est un peu plus dur depuis la pandémie, mais on continue de le faire au maximum. Aller au Scrum, se présenter aux cérémonies, c'est vraiment important. Finalement, je dirais que tout ça, il y a quand même des bons outils qui existent au besoin. Tu parlais de mesures aussi, de l'état d'âme, des sentiments des employés, mais d'avoir aussi vraiment des outils, Office Vibe étant l'exemple le plus populaire de ce côté-là, mais de s'en servir non seulement comme outil de mesure, mais surtout pour provoquer des discussions. Combien de petits feedbacks, chez nous, jusqu'au président lise tous les feedbacks qui viennent des équipes, puis on est capable de dire, hey, ça, là, je vais lui provoquer une discussion, je vais y écrire, je vais dire, hey, viens donc m'en parler. Puis ça, j'ai réglé tellement d'enjeux avec ça avec les années, donc s'en servir comme un outil pour discuter des enjeux. Excellent, OK. Donc, imputabilité des gens, implication, puis Office Vibe pour les évaluer, dans le fond. Yes. Excellent. Guillaume, est-ce que tu veux enchaîner chez Hydro-Québec? Avec grand plaisir. Donc, j'ai la chance de travailler pour Hydro-Québec depuis un bon moment, mais aujourd'hui, je vais parler au nom de tous les types d'entreprises parce que j'ai eu la chance de travailler pour des grandes entreprises, entre autres Intact Assurance, Valeur Direct, des PME aussi et des startups pour faire des transformations agiles DevOps. Et aujourd'hui, ce que je vais apporter, justement, c'est un point de vue qui s'applique à l'ensemble des industries. Donc, comme ça, si jamais à la maison, justement, vous êtes dans un ou l'autre de ces types d'entreprises-là, n'hésitez pas à appliquer les trucs et solutions qu'on va proposer ensemble. Donc, une fois que ceci est dit, mon approche est toujours la même. Ça fait 15 ans que j'ai la chance de faire des transformations agiles, DevOps et plus. La première étape, c'est d'être capable, dans l'entreprise, d'amener une première transformation de projet à produit. Regrouper les projets ensemble en mode produit pour que les humains puissent travailler ensemble à construire un produit de qualité. La deuxième étape, penser de produit au mode agile. Ça se fait souvent en parallèle, mais s'assurer de permettre à l'équipe de livrer en itération et toujours de travailler sur qu'est-ce qui va rajouter le plus de valeur pour les clients, pour les personas. Et une fois qu'on est en mode agile, pourquoi pas livrer rapidement en production? Et c'est là que le DevOps arrive. Aujourd'hui, on va parler beaucoup de DevOps, mais il faut s'assurer de faire les étapes adéquatement. Quand le DevOps est en place, c'est là qu'on pourra sortir différents critères, trucs et astuces, justement, pour être plus efficace. Et si jamais on a la chance d'aller plus loin, après le DevOps, on livre en production rapidement, mais est-ce qu'on livre la bonne valeur? On peut parler de flux de valeur ou en anglais value stream. Ça aussi, c'est très intéressant. Et ça permet d'amener toute la transparence autour de l'écosystème au niveau du produit, people, process et tool. Et pour conclure, justement, le volet people, ce que j'aime beaucoup faire, c'est promouvoir le leadership, penser de gestionnaire à leader et dans les équipes, penser de doer à problem solver. Donc, on offre des défis aux gens qui sont dans les équipes et c'est eux qui vont apporter des solutions, puis de manière itérative, vont apporter de meilleures solutions encore plus rapidement. Donc, une fois que l'écosystème est en place, c'est un processus itératif en tant que leader pour améliorer son écosystème. Puis on va utiliser le DevOps aujourd'hui pour l'exposer. C'est donc plus méthodologie. Oui. Parfait. François, tu veux-tu expliquer? Oui, merci. Merci d'avoir ouvert la porte à mes collègues. Chez Ivanhoe Cambridge, on travaille en mode plateforme. Donc, ce qui arrive, c'est qu'il y a des product owners qui sont dans les tours de produits, qui se servent des services des plateformes pour développer et pour le DevOps, l'infrastructure et compagnie.
Donc, à ce niveau-là, pour le côté humain, ce qu'on fait chez Ivanhoe Cambridge, on s'assure de rencontrer les gens. Donc, on a à tous les 3 mois des PI planning qui nous permettent d'évaluer qu'est-ce qui a été fait dans le passé, qu'est-ce qui va se faire aussi dans le futur, là, planifier ce qui s'en vient. On a aussi des rencontres individuelles qu'on s'efforce de faire avec chacun de nos employés. C'est important parce que tu veux les amener où ils veulent aller. Comme ça, tu t'assures d'avoir des gens qui sont motivés et qui savent que l'entreprise tient à eux aussi. Donc, c'est un peu tout ça qu'on fait. Il y a des scrums aussi par équipe à toutes les semaines, ce qui nous permet aussi de s'assurer que le travail est bien accompli puis qu'on livre dans les temps qu'on désire, qu'on a besoin de livrer finalement. Excellent. Donc, très important, les rétrospectives puis les PI planning. Excellent. Puis pour compléter, justement, on parle souvent des gens dans les équipes, mais le rôle de leadership, de leader est très important pour qu'il offre un écosystème gagnant aux gens. Trop souvent, c'est là que ça achoppe, on fait une transformation, mais le management ne se transforme pas en leader. Les vrais leaders offrent un écosystème avec les outils pour que les équipes puissent réussir. Puis dans une transformation d'entreprise, c'est souvent là que ça bloque. Donc, il faut avoir les bonnes personnes avec la bonne mentalité pour permettre à ces gens-là d'exécuter de cette façon-là. Merci, Guillaume. Très bon point parce que c'est comme ça. Je pense qu'en étant un leader et non pas un manager, ça permet aux gens de te suivre puis d'adhérer à la culture DevOps. Parce qu'on ne parle pas souvent de la culture, mais c'est ce qui est le plus important, c'est d'amener ces changements-là au niveau de toutes les plateformes, de toutes les équipes pour qu'eux adhèrent à cette culture DevOps-là. Exactement. Exactement. Excellent, merci. On va passer à la deuxième question, le pilier processus. Le processus, c'est magique. On voudrait tous qu'il soit automatisé, mais en même temps conforme, sécuritaire, déployé en continu. Comment est-ce que vous évaluez la performance de votre processus de livraison? Est-ce que vous avez des indicateurs clés qui permettent de le mesurer? Comment vous faites? Je vais commencer avec toi, Guillaume. Oui. Des exemples. Maintenant qu'on a permis à l'Axe People, justement, d'être bien positionné, d'avoir donné les outils aux gens, maintenant, en tant que leader, ce qu'on peut demander aux équipes, puis moi, c'est la question que j'utilise, peu importe la taille de l'entreprise ou le contexte, combien de temps est-ce que ça prend pour un produit de passer de l'idée, dans le fond, du récit jusqu'à la production, voire même de l'idée qui est dans une feuille de route ou une vision 5 ans. Est-ce qu'on est incapable d'accélérer le processus pour passer de l'idée à la production le plus tôt possible? Et qu'est-ce qui est intéressant, une fois qu'on a ce mindset-là, à l'aide du processus DevOps, avec ces 8 grands sous-processus, là, autant l'intégration continue, les tests, déploiement et autres, on est capable de voir dans le processus où est le bloquant. Et la clé, c'est de capter ce bloquant-là, que les équipes puissent le soulever et que les équipes puissent travailler à le régler, voire le retirer au complet. Donc, c'est vraiment poser la question de l'idée à la production le jour même, qu'est-ce qui vous empêche de le faire? Et sprint après sprint, les équipes peuvent améliorer leur vélocité. Il y a beaucoup d'autres choses dont on pourrait parler, mais moi, c'est le processus de base que j'utilise qui s'applique partout. Partout. Excellent. François? Oui, bien, dans les processus chez Ivanhoe Cambridge, au niveau de DevOps, comme je parlais tout à l'heure, on a un PI planning à tous les 3 mois qui nous permet de voir qu'est-ce qu'on a à livrer, sur quoi on va travailler dans les prochains mois, mais aussi pour évaluer ce qui a été fait, pour se réajuster. Des fois, on a des ajustements à faire parce qu'on pense qu'on est capable d'en faire plus ou moins, puis on peut s'ajuster. Donc, le PI nous permet de s'ajuster à ce moment-là aussi. Puis, bon, qu'est-ce qu'on sert au niveau DevOps? On utilise Agile, oui, évidemment, mais ITIL aussi, parce que c'est important de s'assurer d'avoir des processus qui permettent de s'auditer par la suite, d'avoir un quantitatif par rapport à ça. Donc, on va parler des outils un peu plus tard, mais on utilise des processus qui passent à travers ServiceNow, Azure DevOps et compagnie pour pouvoir amener les pipelines de livraison là, plus rapidement au niveau DevOps. OK. Donc, inclusion de l'IT dans ton processus. Oui, tout à fait. ITIL est important pour maximiser, pour s'assurer qu'on respecte le processus pour que plus tard, s'il y a un auditeur qui vient nous voir, qu'on a des preuves de tout ce qui a été fait. Là. Intéressant. Parce qu'on confronte souvent le DevOps avec l'ITIL, mais finalement, on peut les fusionner. Oui, ça se fusionne très bien, effectivement. Excellent.
Steve, tu veux-tu expliquer? Ben oui, là encore, je vais ajouter une petite touche humaine, même si on parle de processus, mais le premier élément, c'est toujours de se questionner. Je pense que des fois, on met en place des processus, puis on oublie que les processus, c'est fait pour être mis à jour, changé, l'amélioration continue. Donc, de se demander fréquemment, le plus fréquemment possible, est-ce qu'on fait les bonnes choses au quotidien? Puis est-ce que le processus qu'on a développé il y a 5 ans est encore le bon aujourd'hui pour notre équipe? Peut-être pas. Donc, aller venir valider puis gérer évidemment le changement là-dedans, faire de la bonne gestion du changement quand on vient modifier ces processus-là. Puis pour faire ça, pour moi, il y a 2 cérémonies qui sont hyper importantes dans l'agilité. La première, c'est évidemment à la fin du sprint, la revue du sprint, venir vraiment présenter les travaux qui sont faits au niveau de l'équipe. Fait qu'il y a vraiment quelque chose de cette cérémonie-là est devenue comme hyper intéressante au niveau de l'équipe pour se dire vraiment présenter, puis pas gêner à présenter des choses qui sont techniques. Fait qu'on ne se gêne pas à dire, bien, je présente un appel d'API devant tout le monde, puis des fois, il y a jusqu'au VP qui est dans la rencontre parce que c'est un produit qu'on va lancer qui est hyper important pour l'organisation, mais je présente des choses, je ne me gêne pas à présenter, puis à prendre le feedback, parce que c'est une belle cérémonie pour prendre le feedback, parce que quand on fait nos cérémonies de fin de sprint qui sont plus internes à l'équipe, on n'a pas ce côté-là, on a moins ce côté-là. Donc, les clients sont pas là, ou les clients internes, puis les lignes d'affaires. Donc, de venir prendre le feedback, c'est super important. Évidemment, la rétro, la deuxième, pas de surprise, elle est inventée pour ça, hein, pour se donner du feedback et améliorer nos processus. Il ne faut vraiment pas la sauter. C'est facile de se dire, c'est la seule cérémonie, en tout cas la plus importante, qui regarde en arrière, qui ne regarde pas en avant. Des fois, c'est important de se dire, bien, prenons le temps de regarder en arrière, prenons une coupe d'or ensemble, puis de s'améliorer, puis de mettre en place, puis de suivre ces actions-là. Fait que dans nos démos, on a toujours une présentation qui dit, bien, voici depuis notre dernière rétro ce qu'on a changé, ce qu'on a amélioré comme façon de faire. Ça, c'est quelque chose qui est quand même très important de notre côté. Puis pour tester, tu demandais pour la valeur des processus, s'assurer, bien, pour moi, c'est s'assurer qu'on livre de la valeur. Fait que c'est de le mesurer en qu'est-ce qu'on livre pour les clients finaux, qu'est-ce qu'on livre pour eux, comme je disais tantôt, les internes, etc. Fait qu'on parlait de TNR, de NPS ou de ENPS pour les employés, de ETNR, mais de venir tester si les clients nous recommandent, s'ils aiment nos produits, c'est le test ultime que nos processus livrent de la valeur ultimement. Puis dans tout ça, bien, je vais le répéter encore, il ne faut pas oublier l'humain. Il faut mettre des processus, mais penser qu'il y a des humains qui vivent au quotidien avec ces processus. Oui, que les processus puissent communiquer entre eux, puis c'est les humains qui communiquent dans le fond entre eux. Là. Puis, à travers les processus, justement, en suivant le cycle DevOps, là, il y a moyen, justement, de propulser des processus qui vont faire du sens pour livrer plus de valeur plus rapidement. Mais aussi équiper les équipes, nos contributeurs, justement, en leur disant, je vous laisse aller, vous allez dans votre sprint, à la démo, justement, j'aimerais ça que vous me présentiez, par exemple, votre vélocité moyenne. C'est assez connu, c'est classique, mais est-ce qu'on est capable de pousser ça plus loin en disant, pouvez-vous me présenter la valeur moyenne que vous livrez à tous les sprints en production? Et est-ce que vous êtes capable de le faire par persona aussi que vous desservez? Là, on amène l'équipe à un autre niveau, à réfléchir à un autre niveau. Donc, dans le processus DevOps, on est capable de voir où est-ce que ça bloque, pourquoi tel persona, on livre peu de valeur. Peut-être qu'il y a des tests en continu qui peuvent manquer. Peut-être qu'en planification, on ne l'a pas priorisé correctement. C'est là que je vais m'adresser encore une fois aux leaders, aux exécutifs, des fameux éléments clés à mettre en place. Le devoir d'un leader, c'est indiquer la voie, où est-ce qu'on s'en va et donner les outils. Pour indiquer la voie, un des outils qu'on peut intégrer dans le processus, c'est les fameux OKR. Voici le grand objectif qu'on veut atteindre pour le prochain quart. Voici 3 à 5 key results, résultats clés. Et le résultat clé, idéalement, on le définit en équipe. Fait qu'on peut penser de, exemple, notre Net Promoter Score de nos clients, on est à 20. Ensemble, on aimerait le monter à 25. Qu'est-ce qu'on peut prioriser dans nos sprints pour arriver à ça? Fait que les leaders ont un rôle à jouer. Fait que vous avez super bien décrit comment les équipes peuvent travailler, mais là, pour être sûr que ça réussisse votre transformation en tant que leader, définissez des bons OKR pour vos équipes. Puis écoutez les gens dans les rétros pour savoir où est-ce qu'il faut, impacter. L'amélioration continue. L'amélioration continue, c'est ça. Parce que si à la rétro, justement, ils disent, bien, on aimerait ça faire passer un NPS de 20 à 25, mais on ne planifie jamais de récit pour ça. Ça ne marchera pas. On ne sonde pas les clients. Bien, exact, ça ne fonctionnera pas. Puis c'est pour ça qu'on le fait en équipe, là, tout le temps. Là. Excellent, excellent. On va passer à la troisième question. Le pilier des outils, souvent c'est le plus émotif pour les développeurs. Tout le monde veut ajouter son petit outil ou ne pas perdre l'outil pour lequel il est fait. Alors comment est-ce que vous évaluez l'efficacité de vos outils? Puis en fonction du besoin de l'outil, comment est-ce que vous validez qu'il est utilisé à sa juste manière et non pas trop utilisé ou pas assez utilisé? Est-ce que vous avez des
des indicateurs ou des manières de valider qu'un outil est bien utilisé? Je vais commencer par toi, François, étant Oui, bien fait sûr. une plateforme. Bien, pour faire une continuité avec ce qu'on disait tout à l'heure avec les process, chez Evanway, on a mis en place, on a vu, en fait, une des qualités de DevOps, c'est de cibler les endroits où les processus sont plus difficiles un peu, où il y a des choses à améliorer. Puis on a vu une amélioration possible au niveau des processus de mise en production. On parle du Change Advisory Board, là, désolé pour l'anglicisme, mais du CAB, puis les rencontres de CAB qui sont obligatoires dans un processus utile et tout ça. Donc, ce qu'on a voulu faire, c'est se servir des outils en place comme ServiceNow, par exemple, pour modifier un peu le processus de Change Advisory Board pour les déploiements en production. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a, au lieu d'avoir des rencontres hebdomadaires, ce qu'on a fait, c'est que les approbateurs sont toujours disponibles pour pouvoir approuver les changements lorsqu'il y en a un de prêt à être déployé. Donc, en temps réel, il y a des approbations qui peuvent se faire lorsqu'un déploiement est nécessaire. Puis, suite à l'approbation, le développeur peut procéder, puis l'administrateur va mettre en production selon les normes utiles, finalement. Donc, ça nous a permis d'accélérer beaucoup le pace de développement, de mise en production. Donc, c'est des petites idées comme ça, des fois, qui font une grosse différence dans une entreprise, puis c'est de ne pas oublier ces idées-là. Donc, avec ça, en combinaison, on utilise chez Evanway Azure DevOps, qui est un outil pour, oui, les boards, les user stories et compagnie, mais pour les pipelines. Donc, le déploiement continu se fait à partir de là. Et pour améliorer la vélocité, ce qu'on fait, c'est qu'on crée des pipelines templates. Donc, ça permet de réutiliser le code pour le déploiement automatisé afin de permettre une meilleure vélocité dans des projets qui vont être subséquents là, à nos équipes. Donc, la plateforme DevOps se sert beaucoup de ces processus-là pour permettre aux outils de mieux performer là, avec les pipeline templates, entre autres. OK. Et est-ce que tu as ressorti des indicateurs ou des performances par rapport à ces templates? Bonne question. En fait, on utilise Power BI. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on ressort les données de Azure DevOps au complet, on les met dans une BD, puis on se sert de ces données-là pour les analyser en temps réel. Ça nous permet de voir, quelle est la vélocité. Oui, il y a des outils intégrés avec Azure DevOps, mais Power BI est plus puissant, nous permettait, nous, de ressortir ce qu'on voulait aller chercher comme information. Donc, on sert de ces compteurs-là pour voir, combien de déploiements dans certains projets, c'est quoi la vélocité des projets, c'est quoi les user stories, comment on rassemble ces user stories-là qui sont assignés à différentes personnes. Donc, c'est tous des outils qui nous servent au jour le jour là, maintenant. Excellent. Dans le fond, tu utilises tes propres outils pour mesurer le processus. Exactement. Excellent. Excellent. Steve, tu veux-tu expliquer les outils? Oui, en fait, je vais me concentrer sur un petit bout au niveau des outils qui est la sélection. Parce qu'en partant, si on ne choisit pas les bons outils, c'est bien dur de les garder et d'avoir du plaisir. Mais en même temps, il y a toute une dynamique où tu le disais super bien en intro, j'ai adoré ça. Tout le monde aime son outil, il amène son outil, on embauche, il y a des gens qui arrivent. Donc, c'est toute une belle gymnastique de faire ça. Donc, je dirais que la première chose, c'est de ne pas hésiter de se tromper. Pour moi, on va faire le maximum de preuves de concept puis on va essayer des outils le plus possible au quotidien. On va venir essayer des nouveaux outils ou des outils que quelqu'un va amener justement qui vient d'arriver. Puis on va essayer comme ça de tester le maximum de choses, de l'essayer dans une squad, de voir ce que ça donne. Exemple, l'outil pour les rétros. Bien, on a plusieurs solutions. Fait qu'on a testé plusieurs types de présentations de rétros, etc. Puis pour finir par en choisir un, fait qu'on a vraiment quand même, on se donne le droit à l'erreur, on se donne le droit de se tromper puis de mettre un outil en place, puis de se rendre compte, c'était pas le bon, mais c'est pas grave, on l'a testé, puis on n'a pas déstabilisé tout le monde avec ça dans l'équation. Fait que ça, c'est très important. Une fois qu'on a choisi, il faut quand même pas oublier nos requis non fonctionnels quand on vient sélectionner. Fait qu'on choisit un bon outil, mais des fois, on oublie que, là, il faut que le légal, évidemment, il faut que ça passe. La PRP, vous savez à quel point ça a changé encore plus depuis le mois de septembre dernier avec la loi 25. Donc, vraiment s'assurer qu'on a le bon outil aussi au niveau des requis non fonctionnels avec un bon processus de sélection, bien négocié, parce qu'il faut négocier ces outils-là aussi. Négocier les SLA, on va parler tantôt de qualité, mais s'assurer que les outils vont être up le plus longtemps possible, c'est quelque chose de quand même important, parce que ça va être un outil de dev. Quand on est le soir puis qu'il y a une livraison qui est en cours puis que l'outil de dev ne compile plus, bien, malheureusement, il faut qu'on s'assure que ça fonctionne quand on est en train de mettre en prod. Au niveau des outils, pour moi, c'est les éléments les plus importants. Au niveau de la mesure, tu disais comment on les mesure, bien, c'est ça qu'on va chercher dans les cérémonies, on va chercher de l'information auprès des équipes. On a un processus de revue des fournisseurs annuel. Fait qu'annuellement, on envoie des sondages à tous ceux qui utilisent des solutions. On vient tester, valider les
solutions et les fournisseurs, s'assurer qu'ils sont heureux. On a fait ça avec vous autres chez GoLogic. Donc, on vient s'assurer de la satisfaction des gens, puis ça nous donne une bonne revue en continu de nos outils. Ah, OK, excellent, super. Guillaume? Bien, dans le fond, pour expliquer la partie outils, je vais prendre une approche plus large à haut niveau pour permettre aux gens justement de prendre des trucs, parce que ce que vous avez dit, c'est exactement ce qu'il faut faire. Je vais revenir avec ma phrase clé. Qu'est-ce qui fait que vous ne pouvez pas livrer en production le jour même le récit que vous avez mis dans votre sprint ou dans votre board, justement, le matin même? Et c'est ça qui va définir dans ta chaîne de valeur DevOps où est le plus gros bloquant. Et dans les bloquants, il y en a plusieurs, mais je vais le résumer en 3. Le premier, souvent les gens ne savent pas comment utiliser les outils présents. Il y en a un dans l'équipe, on dépend de lui, il est le bottleneck, c'est triste. Il faut que vous donniez la chance à vos équipes de pouvoir se former. Et pour s'assurer de réussir, moi, ce que j'aime promouvoir, c'est de dire, bien, dans vos sprints, mettez des récits qui sont pointés par l'équipe pour justement former les gens. Donc, on part une équipe qui pointe, oui, un récit de formation, nous, c'est 5 points parce que ça va prendre, exemple, 2 jours. Ils le mettent dans le sprint, c'est calculé dans la capacité. Donc, eux-mêmes sont en possession de leur avenir. La deuxième chose avec les outils, c'est que souvent, un outil est fait par une autre équipe et ne peut pas être utilisé par l'équipe B. Pourtant, elle la maîtrise bien, l'équipe A. Mais comment on fait pour la donner? Il faut qu'on soit capable d'habiliter son écosystème. Et ça aussi, c'est des récits que vous pouvez mettre dans vos sprints. Il faut les pointer, ça prend du temps. Donc, vos contributeurs vont aller solliciter un collaborateur de l'autre équipe. On a peut-être un récit de 8 points, de 13 points pour installer l'outillage puis être habilité aussi en même temps. Donc, la formation est inclue. Puis, le dernier point, c'est vraiment la sélection d'outils pour automatiser. Donc, le deuxième point, c'était vraiment du shift left, comment je fais pour t'équiper justement pour que tu sois capable de le faire sans dépendre de moi. Puis le dernier, c'est vraiment avoir une approche qu'on appelle as code. Donc, comment je fais as code pour faire le travail de ma chaîne DevOps pour le livrer en production. Et ça, c'est vraiment une culture, un message fort que vous pouvez penser en tant que leader. Je vais prendre un exemple. Lors de mon passage chez Crésus, justement, en tant que vice-président, on a dit, on veut justement livrer en continu. On veut avoir des outils en continu as code. Et c'est là qu'une des équipes qui avait un des mandats par rapport à ça, elle s'est elle-même nommée Continuous Everything. Donc, il n'y avait peur de rien. Le but, c'est de le faire en continu. Le message est clair. Quand on participe à la démo de cette équipe-là, on s'attend à voir des outils qu'on va pouvoir utiliser dans notre produit. Donc, les équipes participent à la démo, voient le résultat et disent « Hey, moi, je le veux dans mon équipe », sollicitent, met un récit pour faire le transfert, pour faire le shift left, et ensuite sont équipés. C'est vraiment cette mentalité-là qu'il faut apporter en tant que culture dans son entreprise si on veut vraiment réussir à avoir les bons outils. Parce que c'est sûr que pour les outils, on peut prendre les 8 processus DevOps et voir comment on les automatise. Par exemple, on parle de GitHub Copilot ou Code Whisperer de Amazon qui permettent de coder, générer du code automatiquement. C'est le genre d'outils qu'on s'attend à ce que nos équipes promouvoient, nous apportent, disent « Hey, j'aimerais ça, leader, pouvoir mettre ça en place ». On connaît les outils de continuous testing. Ça aussi, il y a beaucoup d'argent à économiser avec des tests en continu une fois que le tout est en place et à optimiser. Puis, ça permet aux testeurs aussi d'arrêter de faire tout le temps les tâches répétitives qui, à un moment donné, ça commence à être plat. Quand ça fait 5 ans que tu fais les mêmes tests, on va les automatiser. Puis là, tu vas passer justement de un QA à QA Engineer grâce à ça. On va les former, on va les habiliter à ça. C'est vraiment une approche, former les gens, habiliter, puis ensuite choisir les bons outils as code pour pouvoir livrer le jour même, idéalement. Oh, puis le côté légal est très important aussi. Là. Les développeurs n'ont pas forcément cette conscience-là, fait qu'il faut quand même y penser. Là, non, pour le vécu avec les AI. Quand les AI est arrivé, il a fallu s'ajuster un petit peu. Puis là, on est capable d'ouvrir les ventes parce que les entreprises ont ajouté ce côté-là aussi, là, les Microsoft et OpenAI de ce monde. Oui, tout à fait. Puis l'intégration dans l'écosystème de chaque outil est super importante justement pour faire le as-code ou les choses comme ça. Là. Oui, exactement. Puis on parle aussi, il faut parler d'outils de formation en continu aussi. On parle de Pluralsight et compagnie là, qui permet aux équipes de rester connectées avec la technologie et tout ça. Puis ça, il faut l'intégrer dans le sprint, pas à côté, over and above. Ça fait partie de notre capacité, on le fait. Comme ça, c'est un message clair qu'on envoie à nos contributeurs. On croit en vous, on investit en vous. C'est de l'évolution, former les gens. L'évolution, c'est pas juste changer de produit, c'est amener nos personnes à un autre niveau aussi. Puis je vais faire du pouce sur le Net Promoter Score, justement, des personas et autres. On parlait justement d'avoir des outils pour sonder est-ce que nos employés sont satisfaits avec Office Vibe, ce qu'on appelle le ENPS. Est-ce que nos gens sont heureux? Mais idéalement, tu livres en production,
tu envoies des sondages de Net Promoter Score de nos utilisateurs. Est-ce qu'eux sont heureux suite à la livraison? Puis ensuite, calibrer ses prochains sprints en fonction de ça. Donc, un outil pour calculer la satisfaction des gens. Puis en fait, pas la satisfaction, est-ce qu'ils vont faire la promotion de ton produit? Oui, c'est ça. Est très important à intégrer, Oui, autant que faire du continuous integration ou déploiement. Oui, il reste dans ton écosystème d'outils, l'outil de feedback aussi. Là. Ça fait partie de l'observabilité du Exactement. DevOps. Très intéressant. On va passer à la dernière question. La partie, donc dans le fond, le DevOps, oui, on a 3 piliers, mais il ne faut jamais oublier en quoi ça consiste. C'est livrer de la valeur le plus rapidement possible, mais efficacement. Fait que la dernière question, c'est comment est-ce que vous mesurez la qualité de votre produit et la fiabilité une fois qu'ils sont déployés? Est-ce que vous avez des métriques? Est-ce qu'il y a des métriques sur le marché qui permettent de le mesurer? Comment est-ce que vous faites? Qui veut commencer? Je n'ai pas d'ordre prédéfini. Je peux y aller si tu veux. C'est sûr que à la base, les métriques, on parle souvent maintenant, le mot à la mode, c'est le SRE, le Site Reliability Engineering. C'est vraiment s'assurer qu'on garde un maximum de disponibilité puis de qualité de nos services aussi en ligne au maximum. Fait que ces métriques-là, qui sont pas nouvelles, hein, c'est des métriques qu'on mesure depuis toujours, le temps de disponibilité, le temps réponse, le nombre d'incidents de production, mais de les mesurer puis de mesurer les vrais chiffres. Il y a tellement d'organisations qui jouent un peu, ou d'équipes, des fois, qui disent, bon, on n'était pas vraiment down, on était à moitié. Non, on était down. De se dire les vraies affaires, puis de mettre les. De toute façon, on n'est pas. Tu sais, on les mesure, mais comparativement, on n'a quand même pas de pénalité décelée comme des fournisseurs logiciels, par exemple, dans nos systèmes. Donc, de se permettre de faire ça, c'est vraiment important. Le deuxième élément, pour moi, c'est d'en parler, de parler des pannes. Puis, dans mon comité de direction TI, le premier sujet de toutes nos rencontres hebdo, c'est les pannes. Fait qu'on l'a là. Des fois, on en parle 0 minutes parce qu'il n'y en a pas. On est content, on se tape dans le dos. Puis des fois, on va en parler pendant 10 minutes parce qu'il y a une panne importante. On ne fera pas le post-mortem dans la rencontre, mais on va en jaser, s'assurer qu'on porte les bonnes actions pour avoir le post-mortem détaillé par la suite. Ça, pour moi, c'est vraiment important. Puis on le fait là, depuis plusieurs années maintenant. Puis ça apporte vraiment des bons résultats. Puis on a moins de panne parce qu'on en parle. Fait qu'on est transparent puis on a moins de panne. Bien les communiquer aussi, s'assurer qu'on communique les incidents. Il n'y a rien de plus dérangeant quand tu as une équipe qui est en train de régler un problème de production, que là, il y a 3 VP, 2 directeurs qui appellent pour savoir ce qui se passe. Status Page, là, par exemple, il y en a plein, là, mais Status Page, c'est un outil incroyable pour venir vraiment sortir l'info, être transparent. J'ai vu quelques rapports de fournisseurs dernièrement hallucinants au niveau de la transparence. C'est de ça qu'on s'attend. Fait que c'est ça qu'on veut faire à l'interne aussi pour nos propres systèmes avec toute notre équipe, être le plus transparent dans la communication. Fait au bout du compte, on sort de toutes ces métriques-là et, puis là, tu en parlais, Guillaume, vraiment, le INPS, le NPS, bien, mesurer les changements, mesurer l'impact des changements là-dessus, puis des fois d'avoir des sondages utilisateurs directs. Par exemple, on a lancé une fonctionnalité d'estimation, de la valeur marchande des propriétés qui est en AI, super cool, mais c'est un bêta. On le teste, mais au lieu d'attendre d'être sûr, on l'a sorti en bêta. On a un feedback loop, donc les utilisateurs peuvent nous dire s'ils aiment ou pas la fonctionnalité. Ça leur a donné le bon prix de ce qu'ils pensaient, etc. De ça vient renseigner non seulement notre AI, mais aussi l'équipe de développement pour améliorer la chose. Fait que vraiment d'intégrer ça au quotidien dans nos façons de faire. OK. Donc, fiabilité, puis feedback des clients pour comprendre si c'est vraiment ça la valeur qui s'attendait. OK, excellent. Bien, je vais faire du pouce là-dessus. La transparence, c'est la clé. Je l'ai parlé dans les comités, mais même dans les sprint reviews ou les démos, une équipe qui a une bonne maturité va être fière de présenter l'état des lieux par rapport à la qualité. Bien, un des critères que j'aime beaucoup, c'est quoi en anglais, on appelle ça le escape rate. Donc, entre chaque phase du DevOps, exemple, si je fais des tests dans un environnement non prod puis je trouve un bug, pourquoi est-ce que je n'ai pas trouvé dans ma phase de continuous testing? J'ai eu un escape à ce moment-là. Même chose, pourquoi j'ai trouvé dans ma phase de testing, puis je n'ai pas trouvé dans mon continuous integration avec mes tests unitaires qui sont roulés en continu. J'ai un escape à ce moment-là. Donc, une équipe qui est vraiment mature au niveau de la qualité va être fière de présenter son escape rate pour chacune des phases. Et bien sûr, en production, c'est la même chose. S'il y a un incident, surtout un incident majeur, OK, pourquoi on ne l'a pas attrapé en non-prod? Pourquoi je n'ai pas attrapé avant? Puis c'est là que l'équipe, à sa rétrospective, va pouvoir dire, ça nous prendrait un outil qui permet de faire ça. Fait que les fameux outils, bien, ça dépend du contexte, ça dépend justement de ce qui nous empêche de livrer la qualité. Fait que le escape rate, pour moi, c'est clé. Puis le NPS, on n'en parlera jamais assez. Trop longtemps, on a parlé du customer satisfaction. Tu sais, un client peut être satisfait du produit, mais il n'en parlera pas à personne. Un vrai bon produit, le client va en parler à ses voisins, va en parler à d'autres personnes. « Hey, t'as-tu utilisé ça?
T'as-tu vu le nouveau iPhone, tu devrais en C'est le avoir meilleur un. marketing de la planète. Et voilà, exactement. Fait que quand on a la maturité en tant que leader d'amener nos produits à regarder le NPS, qui passe de moins 100 à 100 en plus, c'est pas de 0 à 100, c'est hyper transparent. Là, on est rendu à un autre niveau de qualité. Intéressant. Tu parlais de transparence. Je pense que chez Ivanhoé, en fait, il n'y a pas d'outil en particulier. Ce qu'on fait, c'est qu'on on fait des loops de feedback avec les gens. Donc, c'est un processus DevOps qui est très utile aussi pour aller chercher de la rétroaction là, des autres équipes. Donc, on va se connecter avec les gens, les devs surtout, beaucoup de développeurs, les autres plateformes aussi, pour s'assurer de savoir, bon, est-ce que ça va bien? Est-ce que tu as besoin qu'on améliore certains processus? Est-ce qu'on peut changer des choses pour t'aider? Est-ce qu'on peut automatiser certains processus aussi pour aller plus loin dans ta plateforme ou dans ta tour de produit? Donc, on sert beaucoup de cet outil-là pour s'aider. Juste pour donner un exemple de rétroaction, on a mis en place chez Ivanhoé ICGPT, qui est un outil de chat GPT, mais interne. Donc, ce qu'on peut faire avec ça, c'est multiple, là, mais un exemple, il y a des documents RH qui sont disponibles. Donc, on pose une question, puis il va nous sortir, par exemple, le calendrier des employés, des trucs comme ça. Donc, c'est bien utile. Puis, ce projet-là était très utile, en fait. Puis, la haute direction, il tenait beaucoup. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis l'emphase là-dessus. Mais ça voulait dire aussi de la pression sur les équipes pour livrer. Ça voulait dire... Donc, il faut s'ajuster, il faut se parler. La communication, super important. Oui, les outils, tu sais, du Power BI, analyser les données, s'assurer qu'on est capable de bien livrer. Mais le côté humain, comme on dit depuis le début, là, super important. Se parler, s'assurer de faire des boucles de feedback, puis après ça, on s'ajuste en conséquence. OK. Mais donc, on le voit que plus le produit est fiable, limite, ça peut lui amener encore plus de succès à travers la communauté puis les utilisateurs, dans le fond. Puis c'est là pour la qualité aussi, tu sais, le fameux monitoring des systèmes en production, avoir un bon système d'observabilité, c'est comme un Grafana Cloud ou autre, ça permet de voir, faire la livraison en continu, voir est-ce que le système répond bien. On parlait de ITIL tantôt, le temps réponse. S'il est encore bon, on continue à livrer. Sinon, on fait un rollback. Puis le dernier volet par rapport à la qualité, on est bon dans un contexte, on fait des tests en continu, mais dans un contexte X, pour un parcours utilisateur X. Quand on parle du UX, est-ce qu'on a le courage d'amener un parcours utilisateur optimisé, encore meilleur, où on génère la valeur plus efficacement? Voire même, est-ce qu'on est capable d'amener le total experience pour que tous mes personas vivent une expérience similaire et de qualité similaire? Ça, c'est un autre niveau de maturité dans une organisation. Donc, si vous êtes une équipe Agile DevOps ou un leader justement d'entreprise, posez-vous la question, avez-vous la meilleure expérience pour l'ensemble des personas que dessert votre produit? Sinon, soyez certain qu'un compétiteur est en train de le regarder à votre place. Excellent. Il nous reste 5 minutes avant la période de questions. Est-ce que vous avez un petit mot de la fin pour conclure un peu l'évaluation de maturité des 3 piliers? On voit bien que la qualité du produit final est liée aux 3 piliers du DevOps. Là. Avez-vous un petit mot de la fin qui veut commencer? Je te laisse aller. Ah, tu me laisses aller? OK. Excellent. Bien, moi, il y a une phrase, ça va être vraiment qu'est-ce qui empêche de livrer un récit le jour même, de l'idée à la production le jour même. Puis à travers tout ça, sprint après sprint, on va travailler. On va voir les bloquants, on va mettre de la transparence là-dessus, puis on va les travailler, on va mettre les bons outils, puis on va améliorer notre écosystème. Puis une fois qu'on a ça en place, soyons à l'écoute de nos personas, justement, de nos utilisateurs. Puis avec ça, ça va permettre de prendre les bonnes actions au bon moment en fonction de notre écosystème puis de leur contexte. Excellent, une bonne prémisse. Moi, je pense aussi que, pour le mot de la fin, là, il faut s'assurer qu'on rassure les gens. Parce que le DevOps, c'est plusieurs personnes qui interagissent, c'est pas juste une équipe. Puis rassurer les gens de travailler ensemble, c'est d'aller les voir, de leur expliquer comment l'automatisation va amener de la valeur. Parce qu'on peut avoir peur, par exemple, qu'il y a du travail de moins à faire, des choses comme ça. Mais le DevOps permet juste de libérer les gens pour pouvoir faire quelque chose de plus productif encore. Donc, moi, je dirais d'essayer de profiter de ces moments-là pour penser à où on peut aller en libérant les gens pour qu'ils puissent amener de la valeur à un autre niveau, en fait, que faire de l'opérationnel.
Très cool. Mais jamais je vais te surprendre. Je vais parler de l'humain pour finir. Mais en fond, on a parlé de valeur. Fait que le but, c'est d'aller chercher le maximum de valeur. La valeur pour les employés, en général, l'organisation, la valeur pour les équipes TI qui livrent ces projets-là, parce que les autres aussi ont des outils qui leur donnent de la valeur, puis la valeur pour nos clients finaux. Je pense que, tu sais, on parle de humains, outils, processus, mais processus-outils. Je pense que quand on investit dans les bons humains, les autres affaires, ils vont se régler d'elles-mêmes. Si on met des équipes de qualité, des gens qui aiment travailler ensemble, qu'on leur donne vraiment l'environnement, tu le disais au début, l'environnement, le reste, là, il va naturellement, il va se créer autour de ces gens-là, puis pour ces gens-là, puis ça va donner de la valeur au final. Ah, c'est super comme conclusion, là. On sent que l'humain, dans le fond, est au cœur du DevOps. Puis si on lui donne les bons outils, les bons processus, mais que l'équipe collabore correctement, ça va tout débloquer, là. Excellent, merci beaucoup. On a plusieurs questions qui s'affichent sur l'écran, fait que je vais les pitcher, mais allez-y si vous êtes plusieurs à vouloir y répondre, là. Donc la première question, quelles tâches DevOps automatisez-vous dans vos organisations? Vas-y, François. Une réponse facile, en fait. Il y a plusieurs trucs qu'on peut automatiser. Par exemple, je parlais d'automatisation du CAP tout à l'heure. Donc, on a amélioré le processus, mais quand un développeur soumet du code, puis tout ce que ça prend, c'est une approbation, la documentation peut se créer automatiquement. Puis la documentation de mise en production peut se faire aussi parce que c'est simplement de la documentation. Si on lit, par exemple, plus techniquement des user stories à des requêtes ServiceNow, on peut amener le changement de façon automatisée. Donc, c'est un exemple de processus, mais c'est sûr que d'automatiser la livraison du code, c'est ce qui est le plus simple habituellement. C'est par là qu'on commence, mais le reste peut suivre par la suite. Excellent. Vas-y. Ouais, OK, de mon côté, par expérience, ce qui est souvent le plus payant, c'est les tests en continu. Parce que toutes les équipes doivent tester, c'est souvent une grande charge. Donc, être capable de faire du vrai continuous testing avec des outils qui permettent d'exécuter ou de les suivre, par exemple X-Ray qu'on peut attacher à Jira et autres. Mm-hmm. Et les tests unitaires dans ton continuous integration, les automatiser aussi, puis ça devienne justement un modus operandi, une culture dans l'écosystème. Mais là, la tendance, ça va être beaucoup le développement. Commencez déjà à regarder les outils qui génèrent du code, comme GitHub Copilot, Code Whisperer et autres, parce que si vous ne le faites pas, les compétiteurs le font à votre place, ça, c'est sûr. C'est clair. Tu parlais de tests automatisés, mais non seulement ça, mais les rouler en synthetic monitoring, donc les rouler en production. Au lieu de faire juste de mesurer des métriques, ça ne veut rien dire. Tu peux avoir la meilleure, puis en plus, en mobile, c'est encore pire. Tu peux avoir une très bonne application, le pays en arrière est tombé, il n'y a rien qui va le détecter ou il n'est pas tombé, mais il ne fonctionne pas. De pouvoir rouler ces tests-là synthétiques en production, c'est la clé, oui. Ouais. Une question intéressante, est-ce qu'on recommence ou on ajuste un produit logiciel en cours de développement quand son évaluation en cours de route n'est pas à la hauteur des attentes? Ça, j'ai eu la question souvent de la part des product owners ou product managers parce que ils sont dans le vif du sujet. Puis la question que je leur pose, c'est qu'est-ce que ça te prend comme user story d'un côté pour finir le travail ou qu'est-ce que ça te prend comme user story de l'autre côté pour recommencer le travail? On fait le pointage avec l'équipe. Si on arrive à un état où on dit, bien, le recommencer, ça va coûter 20 de plus en points dans un mode agile, bien, écoute, pose-toi pas de questions, recommence-le. Si on pense que recommencer, c'est échoué. On en fait pour 1 an, pas sûr. Tu peux te permettre le write-off côté finance, par exemple. Il y a ça dans l'équation. Ça dépend des paramètres, justement. Fait que là, je répondais plus peut-être en mode start-up puis PME. Pour les grandes entreprises, c'est un peu plus compliqué, mais il y a moyen de le faire aussi. Oui. Excellent. François, Steve, vous vouliez dessus? Bon, ça va, c'est bien dit. Une autre question. En tant que dirigeant, comment puis-je suivre les évaluations des produits et processus de mes équipes sans trop devoir m'y connaître ou aller dans les détails? Donc, il y a plusieurs outils. C'est sûr qu'il faut avoir confiance aussi en ces outils-là. Mais ce qui est utilisé souvent, c'est Gartner, par exemple, qui peuvent nous recommander des outils. Selon, avec certains outils, on peut rencontrer des gens spécialisés chez Gartner qui nous suggèrent certaines suites d'outils selon notre réalité. Donc, ça peut être intéressant d'aller vers ce genre de service-là. OK, pour avoir une réponse. Vas-y, OK. Bien, je vais ramener l'outil, les OKR. En tant que dirigeant, je ne peux pas tout connaître. Il faut que j'engage des gens spécialisés qui connaissent le métier, qui sont les meilleurs au monde là-dedans. Et ce qu'on va définir ensemble, c'est, moi, mon objectif en tant que dirigeant, c'est d'être le meilleur sur le marché dans tel domaine. Quels sont les 3 à 5 résultats clés qu'on va regarder? Puis la magie, c'est dans la définition du KR, du résultat clé.
ou c'est tout le temps, on passe d'un état actuel, donc les leaders vont dire aujourd'hui, on est là. Je vais prendre quelque chose de très simple pour la qualité. Exemple, la couverture de test unitaire en ce moment est à 40 du code. OK. En tant que leader, d'ici la fin du quart, où est-ce que vous pensez vous rendre? Puis là, ils vont dire, bien, on pourrait se rendre probablement à 60 Parfait. On le définit, on le met en place, puis on le suit parce qu'à la fin de chaque sprint, les équipes font leur démo, on est rendu à 45, à 50 puis on voit si on progresse. Puis qu'est-ce qui est le fun, c'est qu'en tant que leader, tu le fais en équipe avec ton groupe. C'est pas toi qui imposes quelque chose. Tu peux le diriger, mais le résultat à atteindre se fait en équipe. Excellent. Parlez à vos gens aussi, allez, asseyez-vous avec eux. Tu sais, dans le fond, oui, c'est vrai que, pour moi, le premier, je ne comprends pas tout ce qu'on fait techniquement. On en fait beaucoup, des choses différentes. Mais les mots des pain points, les mots qui reviennent, c'est les mêmes. Là. Ça a été difficile aujourd'hui pour X, Y, Z. C'est pas les mots techniques qui fait qu'on comprend que l'outil n'est pas adapté à la réalité. C'est la douleur que les employés que les développeurs vont vivre, que les analystes, etc., vont vivre au quotidien. Fait que, des fois, c'est de s'asseoir avec eux puis d'écouter ce qui se passe. Ouais, puis c'est souvent les mêmes problématiques, dans le fond, qu'on trouve. OK, excellent. Encore une autre question. Quand peut-on considérer qu'un développement est réussi ou échoué? Quand il y a de la valeur client qui est créée. En production. En production. Exact. Exactement. Puis que le client nous dit, il aime ça. Il aime ça, puis qu'il le recommande à quelqu'un d'autre. Et voilà. Tu ne peux pas te tromper. Puis le client peut être un employé à l'interne, il peut prendre plusieurs formes, le client. Exact, c'est ça. Comme dans ton cas, François, tes clients, c'est les développeurs, exactement. Les équipes de... Oui, puis des cas réussis, on en parle. Là, ICGPT, chez nous, par exemple, là, mais c'est un outil qui a été promu jusqu'à d'autres entreprises qui, eux, font comme « wow, c'est intéressant », puis ils nous demandent conseil sur comment l'intégrer aussi. Tu sais, c'est là qu'on voit qu'il y a vraiment du succès puis que la pensée était bonne à la base. Hein. Excellent. Dernière question. En réalité, quand veut-on tendre vers du vrai DevOps? Est-ce qu'on ne veut pas se détacher des choses comme les CAB qui finissent par avoir très peu de valeur concrète? Les fameux CAB, on les aime. Bien, je vais briser la glace sur celle-là, mais on a assez de temps pour chacun répondre. Là. C'est quand même une très bonne question. Oui. Là, je m'adresse encore une fois aux leaders. On veut faire du vrai DevOps quand on a le désir de prendre une valeur qu'on va générer et de la donner à nos clients entre leurs mains le plus tôt possible. Laissez pas ça sur la tablette 3 mois. Vous avez perdu 3 mois de création de valeur. C'est ce que le DevOps va vous permettre de faire le plus rapidement possible. Maintenant, pour la partie du CAB, vous avez entièrement raison. Comment faire du shift left là-dessus pour que les équipes soient habilitées à elles-mêmes dire oui, le CAB, il y a 5 critères, je les ai faits, je peux aller en production. Puis ensuite, je suis owner de ma décision. Donc, laisser les équipes justement autonomes selon un cadre assez vaste pour qu'ils puissent réussir à livrer cette valeur-là rapidement. Là. Puis leur permettre de se parler entre équipes, parce que souvent, le CAB, il vient aussi aider ça. Là. Je déploie à gauche, mais à droite, ça va avoir une conséquence. Fait que s'assurer que tu as quand même les mécaniques, que les équipes, les squads se parlent entre elles, c'est quand même assez important dans l'équation. Oui, puis la réalité de chaque entreprise est importante à respecter là-dedans. Donc, il y a des entreprises qui ont peut-être moins besoin de processus de CAB, puis il y en a d'autres que c'est essentiel en bout de ligne, puis je pense qu'effectivement, ça permet à plusieurs groupes de personnes... on dit plus silo maintenant, mais des fois, ça existe aussi dans l'entreprise. Donc, de mieux se parler puis de s'accompagner là-dedans, là, parce qu'effectivement, un changement peut avoir plusieurs conséquences. Ben oui. Ben écoutez, merci beaucoup. C'est la fin des périodes des questions. Merci beaucoup pour cet échange, vos contextes. Je pense qu'on a abordé beaucoup de sujets. Je vous remercie, puis merci à tous pour avoir participé à ce panel. Merci. Alors, un gros merci à Steve, François, Guillaume et Benjamin. C'était vraiment intéressant. En tout cas, moi, en tant que geek, j'ai vraiment beaucoup apprécié votre panel.